Après les assises sur la justice, il y a aujourd'hui le dialogue national, mais dialogue politique en réalité, parce que c'est des questions politiques qui sont discutées dans ce dialogue. Aimeriez-vous qu'il y ait pour la prochaine étape un dialogue sur l'école sénégalaise? Bon, nous, il faut dire que, pour dire vrai, nous y avons réfléchi en tant qu'instance. Ce n'est pas le point de vue de Charmeau. Mais nous pensons qu'au Sénégal, pour ce qui est de l'éducation, nous avons suffisamment dialogué. Il y a eu les assises nationales de l'éducation et de la formation. C'est encore récent. Si vous regardez les décisions, les mesures qui ont été prises, c'est encore d'actualité. Il s'agit juste de les revoir, de les remettre à jour, au besoin, pour certains aspects, et d'avancer. Nous avons en permanence notre revue sectorielle. Les assises sur l'enseignement supérieur. Sur l'enseignement supérieur, CNAES. Oui, présidé par le professeur Souleymane Bassirou Diagne. Il y avait 78 points. Voilà, CNAES. Donc pour le nous, seul point qu'on a appliqué sans attendre, c'était celui qui validait la hausse des inscriptions à l'université. La hausse des inscriptions. Donc nous avons vraiment suffisamment dialogué. Maintenant, ce dont on a besoin, à mon avis, pour ce qui est de l'éducation, c'est un peu d'aller justement vers les réformes qui ont été promises par l'actuel régime. Les réformes. Parce que nous savons là où ça fait mal. Nous connaissons les goulots d'étranglement. Nous connaissons aujourd'hui les difficultés. Nous avons même les solutions. Oui, oui, nous avons les solutions. Oui, oui, nous avons les solutions. Et donc, de ce point de vue, nous considérons qu'il est juste temps qu'on aille résolument vers les réformes qui ont été promises. Récemment, la semaine passée, nous avons reçu une note du ministère nous invitant à contribuer donc, dans les termes de référence de ces réformes sur le curriculum. Nous pensons qu'il faut accélérer ça. Après un an, ça suffit. Le ministre Guirassy en personne, qui met de la place et de l'espace dans le partenariat, a fini de rencontrer tous les acteurs. Il a fini de partager sa vision. Il a fini de partager ses convictions. Maintenant, il s'agit, au-delà des intentions, parce qu'il y a de belles intentions sur l'éducation, il s'agit maintenant d'avoir un texte, de revoir notre loi d'orientation, de revoir d'aller vers la réforme curriculaire, de revoir un peu les déficits qui ont été indiqués et qui sont connus, de voir le plan de résolution justement de ces déficits, donc d'aller véritablement vers des actes concrets. Et nous espérons que puisqu'on est à la veille des vacances scolaires, que ces 3 mois de vacances scolaires vont être mis à profit pour justement approfondir ces aspects, aller de l'avant. Mais un dialogue, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Le dialogue dont on aurait besoin, c'est comment le secteur de l'éducation devrait prendre en compte justement les autres dialogues. On parle de New Deal technologique. Comment cela devrait se matérialiser pour ce qui est de l'éducation. On parle de dialogue politique que nous sommes en train de suivre, qui va nous dire quel type d'acteurs politiques nous voulons avoir demain. L'éducation devrait pouvoir tenir compte de cela dans la construction de ces curricula. On parle de sécurité routière, on parle de valeurs, on parle de civisme et de citoyenneté. Ces aspects, moi j'ai l'habitude de dire que l'éducation devrait être un laboratoire qui écoute les commandes des citoyens et qui construit les réponses par rapport à ces commandes. Tant qu'on est dans cette perspective, évidemment que, oui, nous aurons besoin évidemment de poser des actes plus concrets. Vous dites que l'école, en l'état actuel, n'a pas besoin de dialogue. Est-ce à dire que la situation, c'est quoi? RAS, rien à signaler que l'école se porte comme un charme? Non, au contraire, cela veut dire qu'on sait là où ça fait mal. Ce n'est pas que ça se porte comme... Mais on sait déjà où est-ce que ça fait mal. Si on dialoguait, on ne va pas trouver plus et mieux que ce que nous avions trouvé dans les assises. Nous savons ce qui fait mal. Nous savons qu'on ne sera pas au rendez-vous de 2030. Or, nous avons pris un engagement d'être au rendez-vous de 2030, agenda 2030, avec l'ODD 4, Objectif de développement durable, où nous avons dit que tous les enfants devraient être scolarisés. Éducation pour tous. Éducation pour tous. Et nous devons garantir la scolarisation de tous les enfants. On l'avait déjà manqué en 2000. On l'avait manqué en 2015 avec les OMD. On va encore rater, on n'est pas le seul, évidemment. La plupart des pays, presque tous les pays, vont rater le rendez-vous de 2030. Parce que tant que vous avez un seul enfant qui n'est pas scolarisé, vous ratez le rendez-vous de 2030. Et nous avons plus d'1 million d'enfants hors école. La scolarisation universelle est-elle possible au Sénégal? Oui, c'est très possible parce que ça l'est ailleurs. Mais il faut juste changer de perspective. Changer de perspective, c'est considérer que l'école, ce n'est pas seulement scolaire. L'école, c'est l'école que nous connaissons, mais l'école, c'est le Dara, qui est aussi une option. L'école, c'est le centre de formation, l'atelier de menuiserie, de couture, qui doit être structuré, organisé, maîtrisé, avec un dispositif de certification connu, qui est aussi une option. L'école, c'est plusieurs lieux.
Si on est dans cette perspective, ce qui est dangereux, c'est qu'un jour de travail un lundi, à une heure de travail à 10 heures, que vous circuliez ici à Dakar ou à Tambacounda et que vous rencontriez des enfants qui ont moins de 16 ans. Donc, qu'ils soient à l'école classique, qu'ils soient dans un dara, qu'ils soient dans un atelier artisanal, nous pensons que c'est encore des lieux d'apprentissage. Oui, c'est encore possible d'aller vers le circulaire. Vous avez plus d'1 million d'enfants à l'école. En termes de, toujours par rapport à ces engagements ODD, vous avez 18% de taux de préscolarisation. Ça veut dire que c'est 2 enfants sur 10 qui sont préscolarisés. Cela n'est pas acceptable. Nous connaissons donc là où ça fait mal. Nous savons que nous avons des déficits. Des déficits des enfants qui ont des problèmes d'état civil, plus de 500 000. Vous avez des déficits en enseignants, plus de 5 000 si on est dans une perspective déficit. Si tu es dans une perspective besoin, plus de 35 000 sur les 5 années. Vous avez des déficits en table-banc. Ça fait l'objet de grèves des élèves et des enseignants en début d'année. Chaque début d'année, vous avez des déficits en salle de classe, vous avez des abris provisoires, donc sur l'environnement des apprentissages, pour démarrer les apprentissages. Ça, c'est un problème. D'autres problèmes que nous avons, c'est évidemment la confiance entre les acteurs. Des accords que les syndicats disent non respectés, des échéances qui ne sont pas respectées. Ça, nous connaissons là où ça fait mal. Nous savons qu'il y a aujourd'hui de nouveaux défis qui s'invitent à l'école et qui devraient être pris en charge. La question du numérique, la question de l'intelligence artificielle, qui fait que si on ne fait pas attention, nous risquons de construire des robots, des machines, des gens qui ne réfléchissent plus. Et donc ça, alors que nous sommes dans un monde où nous devons faire preuve d'esprit critique, d'esprit de discernement, de pouvoir nous adapter au contexte. Vous vous rappelez de Covid, quand c'est arrivé, nous tous, nous n'avions pas de solution. Fermons les écoles, tout le monde reste à la maison, parce que simplement, on n'est pas toujours préparé à faire face à des situations nouvelles. Donc comment changer de paradigme pour que l'école ne soit pas là seulement pour nous donner des contenus, mais il nous donne les outils et les instruments qui nous permettent de pouvoir nous mouvoir quel que soit le changement. Oui, mais là, est-ce que nous, on comprend les véritables enjeux? Hein, on devrait oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que là, quand on entend la classe politique parler, on a l'impression que, voilà, on est à des années-lumière derrière. Mais c'est clair. Donc, pour nous, c'est ça les changements, justement. Et ça doit se refléter dans les curricula. Vous avez un encyclopédisme qui dit pas son nom. Nos enfants sont bourrés. Un taux d'échec élevé. Un élève, un candidat sur 2 échoue. On doit se poser, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes-là? Ils sont à la merci de tout. Les universités sont des fabriques de chômeurs. Donc, tout ça, c'est des problèmes que nous connaissons. Vous avez des exigences du secteur privé. Est-ce que nous avons un curriculum qui est connecté aux commandes ou aux demandes du secteur privé, de l'entreprise? Ça, c'est pour nous, c'est un élément qui est essentiel. La fameuse inadéquation entre la formation et les besoins du marché. Vous avez presque un système éducatif qui oriente presque tout le monde dans l'enseignement général. Or, il y a des enfants qui sont des talents, mais qui vont prospérer en menuiserie, dans la formation professionnelle. On fait des efforts, mais c'est encore très peu. Donc, oui, est-ce que nous avons besoin de dialogue? Si c'est pour identifier les problèmes, nous les connaissons. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. Mais puisque nous connaissons les problèmes, un problème connu est à moitié résolu. Maintenant, le reste, c'est qu'on puisse comprendre simplement que justement pour faire face à ces problèmes, nous devons faire preuve, nous devons nous accorder sur la finalité de l'école. Tu sais, le colon, Pierre, lui, il était... Moi, je l'aime bien, le colon. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il savait ce qu'il voulait. Il voulait avoir des cobies, des gens qui l'aident à peser son arachide, à faire de l'interprétariat. Et il a réglé ces questions. Nous devons savoir quelle est notre finalité. Qu'est-ce que nous attendons de l'école, de l'éducation? Quand on parle d'école, qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle d'enseignants, qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle de finalité... veut une école mieux adaptée à nos réalités sénégalaises. Oui. Est-ce qu'il faut une solution déjà? Oui. Première chose pour moi en termes d'attente, c'est que la fonction première, c'est que l'école devrait nous aider à réduire les inégalités qui existent. Cette fonction sociale, entre riches et pauvres, entre urbains et rural. Donc l'école, c'est déjà de l'humanisme et de la générosité, Pierre. Il y a beaucoup d'autorités aujourd'hui. Sans l'école, ne seraient pas ce qu'elles sont. Donc, première fonction, c'est de pouvoir réduire ces inégalités. Pour que l'école soit un ascenseur social. Et que vous et moi, que l'enfant de celui qui est là-bas dans le Tandiman puisse espérer à travers l'ascenseur éducation changer de situation sociale. Première chose. Pour nous, et ça, si nous devons le faire, nous devons faire preuve, je disais, de générosité. Si nous sommes dans cette perspective, nous voulons prendre nos ressources, notre intelligence, notre énergie et l'orienter vers les plus vulnérables. Ça veut dire les zones les plus vulnérables, les îles, les zones montagneuses, les frontières.
Ça veut dire les personnes les plus vulnérables, les enfants handicapés, les filles, ceux qui sont dans le monde rural. Ça veut dire les offres les plus vulnérables, la petite enfance, la formation professionnelle, les dara, le non formel qui ont moins de 1%. Ça veut dire les enseignants les plus vulnérables, les décisionnaires. Donc c'est réfléchir vulnérabilité, être généreux. Lolo, moi, sans école. Démocratiser l'école. Démocratiser et générosité. Ça veut dire que les ressources que nous avons eues au plan national, ces ressources-là doivent être principalement orientées vers les plus démunis. Ça, c'est notre conviction. Et c'est ça qui fait qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait encore des abris provisoires, parce que ces abris sont majoritaires dans des zones fragiles, des zones vulnérables. Il n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas un dispositif qui permette à certaines zones spécifiques de pouvoir évidemment se mouvoir. Donc, pour nous, c'est ça la première chose qu'il faut faire par rapport à l'école, c'est nous accorder sur cette compréhension. Si on s'accorde sur ça, ça va apparaître dans la distribution du budget. Ça va apparaître dans des lignes sensibles à ces vulnérabilités. Ça, pour nous, c'est un aspect. L'autre aspect maintenant, c'est d'avoir une école qui réponde aux besoins des communautés. Répondre aux besoins des communautés, c'est ça qui prendra en charge ce que vous avez dit. Ça veut dire les valeurs, le civisme, nos valeurs. Aux besoins, parce que le Sénégalais qui envoie son enfant à l'école, il veut à son retour que cet enfant ne se déconnecte pas de sa société, de sa culture. Donc aujourd'hui, il est important évidemment que les questions de valeurs, qu'on s'accorde d'abord sur qu'est-ce que nous appelons par valeur. C'est important et qu'on construit ces valeurs dans les écoles. Parce que nous sommes différents. Je suis Serer, tu es Mandiak, je suis Lebou, tu es Alpulaar, je suis Mourit, tu es Tidiane, je suis musulman, tu es chrétien, je suis etc. Nous avons des valeurs des fois qui diffèrent. Il y a certains qui peuvent tolérer l'insulte, d'autres non. Il y a d'autres qui ont une compréhension de ce que signifie nité, etc. Donc comment faire pour nous accorder justement sur ces valeurs et les construire à l'école, parce que l'école doit consolider la nation. Au-delà de l'État, nous devons avoir une nation où nous tous, nous allons nous accorder sur ça, c'est à faire, ça, ce n'est pas à faire. Cela est important, parce que valeur, c'est ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est le plus important pour nous, c'est ça que nous pouvons apprendre. Donc, pour nous, oui, deuxième aspect, c'est d'avoir une école qui nous ressemble. Une école qui nous ressemble, c'est une école qui part de nos valeurs. Mais une école qui nous ressemble, c'est aussi une école qui répond aux soucis ou aux exigences socio-économiques. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, par exemple. Il faut construire ça à partir de l'école. Que les enfants aient l'habitude alimentaire qu'il faut. Qu'il y ait une économie circulaire autour de l'école, où la femme qui est dans son GIE autour de l'école puisse, après production, transformer les céréales ou transformer les produits, les mettre à la disposition de l'école, etc. Donc, et ça devient une économie circulaire. Il faut que nos enfants qui, le matin, qui ont des problèmes pour prendre notre bouillie là, fondée, puissent être habitués depuis l'école à cette alimentation, etc. Vous parlez de sécurité routière, idem. Vous parlez de souveraineté à tout point de vue. Nous pensons que ces aspects-là, ils sont à construire au niveau de l'école, parce que c'est à la base que l'enfant peut grandir justement avec ses besoins.